Oui, donc excellent enchaînement. On va parler maintenant Voilà. des usages urbains du végétal. Donc, avec quatre invités, Jean-Noël Consales qui est géographe. Alors chacun se représentera plus en détail au moment de son intervention. Donc Jean-Noël Consales qui est géographe et enseignant. Jean-Laurent Felizia qui a une entreprise du paysage et qui est aussi un peu pépiniériste. Daniel Soupe qui est pépiniériste. Et donc Thierry Stadler qui est resté avec nous et qui donnera un peu son point de vue, à qui vous pourrez reposer des questions justement après sous ces aspects-là, et qui donnera un peu son point de vue sur tout ce qui aura été dit dans cette table ronde qui va durer une grosse heure. Alors chaque intervenant va intervenir à peu près un quart d'heure et après il y aura un quart d'heure de questions-réponses. Si vous souhaitez vraiment poser des questions à la fin de chaque intervention, il doit y avoir moyen de 35 minutes, mais peut-être qu'on peut se dire qu'on posera les questions à la fin de chacune des interventions. Alors, on va commencer avec Jean-Noël Consales, donc qui est chercheur, qui va se présenter. Si vous pouvez vous présenter un peu plus en détail. Excusez-moi. Oui, bonjour. Donc, je suis Jean-Noël Consales. Je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université, plus précisément à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional. Donc, je suis géographe, mais urbaniste aussi. Et je suis au laboratoire l'UMR TELEM. Et je travaille sur l'intégration de la nature en général, du végétal, dans le projet d'urbanisme et dans le projet de paysage, et notamment dans l'intégration de l'idée de nature dans la planification territoriale et urbaine. Alors, en préambule, on peut peut-être dire que le sujet il est super intéressant parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de nature en ville, on n'arrête pas de parler de végétal. Les premiers programmes des élections municipales le prouvent au quotidien. Derrière nous, on a des producteurs ici qui pourront témoigner avec moi qu'on ne voit pas le marché du végétal exploser pour autant. Donc c'est un marché qui me semble... Enfin, c'est en tout cas un débat qui me semble plein de contradictions, qui me semble au cœur du débat de société, mais qui en même temps amène plein de questions. Donc, vos travaux ils portent sur... Vous m'avez dit, quand on en a discuté, quand on a préparé cette table ronde, que pour vous, il était évident qu'aujourd'hui, la demande sociétale du végétal en ville est forte, quoi. Oui, tout à fait. Il y a des signes... qui sont plus que des signaux faibles, qui sont des signes marquants. À la fois, on peut le prendre sous l'angle statistique. Il y a énormément d'études qui montrent qu'effectivement, il y a un rapprochement des sociétés, et j'allais dire de la société urbaine, parce qu'on est majoritairement aujourd'hui des urbains et du végétal, on va dire. Alors ça s'exprime de différentes manières, mais... Alors, soit on le prend sous des études statistiques, et ça, il y a pléthore d'études qui montrent ce rapprochement-là, mais il y a aussi des signes très concrets qui apparaissent dans la ville, qui montrent ce rapprochement. Alors moi, parmi les choses dans lesquelles je traite en recherche, alors je travaille sur la question de la biodiversité, mais aussi de l'agriculture urbaine, sans séparer les choses d'ailleurs, en liant les choses. Et par exemple... l'agriculture urbaine, on en parlait avec Guillaume Morel dans le train en venant ici. L'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui était considéré il y a encore très très peu de temps comme quelque chose qui était de l'ordre de l'utopie, qui poussait quasiment à la rigolade et qui aujourd'hui une réalité dont se saisissent les gens, les citoyens, les habitants de la ville, et qui prouve réellement derrière les différentes formes d'agriculture qu'on voit naître à l'intérieur des métropoles ou à l'intérieur des villes, qui prouvent réellement ce rapport de plus en plus sensible qu'ont les habitants de la ville, aussi divers soient-ils, avec l'idée de la nature et du végétal. Alors je dis aussi divers soit-il parce que, et là aussi il y a beaucoup d'études qui le montrent, qu'en fait ce désir de nature et ce désir par extension du végétal est à la fois transgénérationnel et transcatégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une thématique, la nature et le végétal, qui concerne tout le monde, à la fois tous les âges, et ça c'est nouveau, je reviendrai là-dessus, et à la fois toutes les catégories socio-professionnelles, et je pourrais développer par un exemple. Alors ça c'est nouveau, pourquoi ? Parce qu'en fait, si on compare par rapport aux années 90,
on remarque qu'il y avait des études qui étaient produites sur le rapport de la nature aux urbains, et on remarquait qu'il y avait un phénomène d'âge, et notamment dans les phénomènes d'agriculture urbaine. C'est-à-dire que généralement, cette question concernait dans les années 90 plutôt des personnes âgées. Or, aujourd'hui, et là aussi on le voit dans les villes, il y a un très fort rajeunissement, j'allais dire, de ce rapport. Et on le voit notamment dans l'agriculture urbaine, puisque vraiment, pour ceux qui le côtoient, le monde de l'agriculture urbaine, ça veut dire des citoyens de la ville, des habitants de la ville qui se saisissent de cette idée de la végétalisation urbaine, ben c'est plutôt des gens jeunes, voire extrêmement jeunes. Et il y a quelque chose qui me surprend toujours, moi qui habite en zone périurbaine, un peu loin de la ville, mais tout en vivant essentiellement en ville, enfin travaillant en ville, c'est de voir toutes ces zones périurbaines avec des lotissements qui sont sur des parcelles qui ont tendance, malgré les discours de densification urbaine, qui ont tendance à être de plus en plus grandes, et on voit plutôt des gens installer des terrasses, et on se dit que si l'argent qui est aujourd'hui investi dans les piscines dans le sud de la France passait dans le végétal, aujourd'hui le marché du végétal, il serait faramineux. Donc il y a quand même, enfin moi je trouve qu'il y a quand même il y a une contradiction à ce niveau-là, non? Oui, il y a une réelle contradiction. Alors il y a des contradictions de tous ordres. Effectivement, la première contradiction, c'est qu'on fait encore un urbanisme qui est grandement consommateur par ses effets de diffusion, ses effets centrifuges de terrains périphériques et notamment de terrains naturels, qu'ils soient agricoles ou forestiers ou naturels. Alors ça, c'est une tendance qui est encore extrêmement lourde. À ça, comme vous l'avez dit, on répond en urbanisme par de nouveaux dogmes, notamment le dogme de la densification, sans mesurer d'ailleurs les effets que ça a sur la nature elle-même. Parce qu'en fait, ce dogme de la densification, ça veut dire que là où il reste de la nature dans la ville plus ou moins dense, notamment en milieu périurbain, on va donner le loisir finalement d'artificialiser ces terres. Et les écologues notamment nous montrent, les écologues de la ville, les écologues des territoires urbains nous montrent que ces espaces de nature qui sont compris dans la ville ont un intérêt écologique et naturel extrêmement fort. Alors, néanmoins, effectivement, il y a cette dynamique-là avec le mode de vie pavillonnaire qui est associé effectivement à une occupation très particulière, la piscine, la vraie pelouse en vrai gazon synthétique qui a l'avantage d'être verte tout le temps et de ne pas avoir à être tondue. Néanmoins, et ça c'est des études, d'ailleurs, il y a entre parenthèses, il y a une convention qu'on est en train de mener entre mon laboratoire et Astrodor. C'est des études sur lesquelles on voudrait se pencher sur. On constate quand même en pratiquant le terrain que de plus en plus, il y a une dynamique de développement des potagers, du jardin productif, y compris dans le pavillonnaire. Ça, c'est une tendance qui est très remarquable, mais qui n'est encore pas chiffrée, qu'on aimerait... Celle-là, elle se repère quand même dans les chiffres de la consommation chaque année. Et chaque année, on dit ça risque de s'effriter parce que les gens seront peut-être un peu déçus, parce qu'on a eu un été pourri et pas trop de tomates. Mais finalement, pour le moment, c'est un marché qui ne se dément pas trop, jusqu'à nouvel ordre quand même. Ouais. Alors, comment aujourd'hui les producteurs, ils peuvent, le tissu horticole français peut profiter de ces tendances-là, puisqu'il a du mal dans les chiffres à le valoriser, quoi. Alors c'est peut-être un peu théorique ce que je vais vous dire, mais pour moi, ça passe par une politique d'image. Parallèlement à la question de la biodiversité, vous l'avez compris, je travaille beaucoup sur la question agricole et sur ce rapprochement de l'agriculture à la ville. Et il y a quelques années, là au milieu des années 90, on a vu tout un mouvement de développement de ce qu'on appelle aujourd'hui les circuits courts. Alors les circuits courts, pas sur le plan économique, sur le plan des distances, dans des poches périurbaines, notamment moi j'ai beaucoup travaillé sur la plaine d'Aubagne, à l'est de Marseille, donc pas très loin d'ici, où il restait une agriculture résiduelle qui était menacée d'urbanisation et où en quelques années, les agriculteurs qui étaient
complètement tournés vers les circuits longs de distribution, c'est-à-dire avec des intermédiaires, de nombreux intermédiaires, etc., se sont retournés sur le marché intérieur, sur le marché métropolitain, et parce que la collectivité a notamment développé une politique d'image avec la création d'une marque locale, les Jardins du Pays d'Aubagne, qui a complètement changé les paradigmes de la vente. Et moi, à titre personnel, sur le végétal en général, je reste convaincu que cette question des circuits courts peut complètement être appliquée à tous les types de végétaux. En tant que consommateur, en tant que jardinier amateur, ben, j'aimerais réellement pouvoir qu'il y ait, comme on le voit sur les produits agricoles, qui est les mêmes logiques, dire, ben voilà, vous voyez, là, les plants qui sont ici ont été produits localement, etc. Et je pense que cette valeur d'image locale qui peut se mettre chez les produits qui sont faits ici localement, ben, peut être valorisée économiquement, réellement. Alors, ça, sur le plan individuel, très clairement, par une politique d'image en raccourcissant les circuits et en mettant les producteurs beaucoup plus face aux consommateurs. Mais je pense, et là c'est en tant qu'urbaniste que je le pense, ça passe aussi par une réglementation peut-être plus forte des marchés publics et réellement à monter une exigence dans les marchés publics de végétalisation de nos espaces publics, etc., de nos programmes urbanistiques, des programmes qui soient montés avec une exigence, là aussi, d'intégrer du végétal qui est beaucoup plus local. Du végétal et des producteurs ou sur le tissu, parce que au niveau périurbain, dans certaines villes, ça se fait un petit peu d'intégrer des agriculteurs dans le tissu périurbain pour les conserver et faire attention de conserver. Est-ce que ça vous paraît jouable ou ça semble compliqué? Moi, après, comme je vous l'ai dit, je vous parle peut-être un peu de façon théorique, mais moi, ça me semble... C'est peut-être plus les producteurs, oui, qui pourront le dire après. Mais je serais vraiment curieux de discuter, de voir votre avis là-dessus pour les producteurs. Mais moi, à mon avis, sur le plan théorique, je pense que ça peut marcher parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, ça a marché et c'est en zone périurbaine, la question des circuits courts, ça a complètement revitalisé l'économie agricole périurbaine qui d'ailleurs se porte bien, entre guillemets, par rapport à d'autres modes de production, si vous voulez. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher sur d'autres formes de production. Ok. Ben, on va passer la parole donc à Jean-Laurent Felizia pour continuer ce débat. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots, s'il vous plaît ? En 2 mots, oui, peut-être plus que 2. Donc, je suis paysagiste, peut-être un peu alternatif par rapport à la pratique du métier de concepteur, puisque je suis venu du métier de jardinier avant de devenir paysagiste par évolution de mon métier. Et j'ai eu un bol énorme, c'est de commencer à apprendre le métier après l'avoir appris à l'école au domaine du Rayol en compagnie de Gilles Clément dans les années 90, ce qui m'a permis de revisiter un peu le contenu de ma formation et notamment une approche peut-être plus naturaliste que horticole du paysage et du jardin. Aujourd'hui, je suis encore administrateur de ce lieu, ce qui m'amène à dispenser aussi des formations à l'attention du grand public et la chance aussi de pouvoir gérer avec mon équipe les jardins du Fort Saint-Jean, du Mucem à Marseille, dont la démarche de Véronique Mur, d'Olivier Philippi, mais aussi d'Hubert Guichard de l'agence APS, a été de consacrer cet espace en termes de tableaux paysagers aussi sur une part importante de médiation avec le public. Donc je me sens un petit peu dans un contexte particulier ici parce que être naturaliste aujourd'hui et mettre cette approche naturaliste à l'échelle du jardin urbain ou périurbain, c'est un challenge incroyable puisque même si le grand public et le public en général attend d'un paysagiste ou d'une collectivité cette bascule vers des jardins plus vivants, plus naturels, plus sans doute corridors écologiques, il reste quand même une barrière émotionnelle qui est encore très très forte. Et là où effectivement on pourrait dans l'inconscient collectif se dire que tout est acquis, dès lors qu'on met en place des jardins, on va dire très proches d'écosystèmes naturels comme la garrigue ou le maquis, ça bloque parce qu'effectivement la compréhension entre image et réalité, c'est de rester quand même crampé
sur des jardins qui sont la société du spectacle, c'est-à-dire une attractivité par la floraison et essentiellement par ce spectacle éphémère qu'on a conféré à un catalogue ou une revue de jardin. Et peut-être pas si éphémère que ça, parce qu'il y a aussi une recherche, on le voit bien sur les marchés qui était le marché de la plante fleurie annuelle. On recherche quand même de la fleur et durable. Et je me souviens, il y a une vingtaine d'années, quand sont arrivées les prairies fleuries, tout le monde disait ouais, c'est chouette quand c'est fleuri. Mais quand c'est défleuri 15 jours après, les gens, enfin je veux dire, on n'a pas la culture de ça peut être joli une fois que c'est défleuri et que ça évolue vers de la graine, non? C'est aussi c'est le corollaire avec la place du jardinier dans l'arc méditerranéen, et je dirais presque dans la pensée latine du jardin, qui a plus un côté fonctionnel et utilitaire que spectaculaire, comme peut l'être la posture du jardinier anglo-saxon ou dans des cultures plus nordiques. Et c'est vrai que, puisque vous parlez de cette prairie fleurie, on a une prairie méditerranéenne au Mucem, qui a été composée de manière assez réfléchie par Véronique Mur, pour apporter justement cette espèce d'espace messicole et mellifère à quelques pollinisateurs de la ville. Et lorsque cette prairie arrive à son stade d'épiaison, ça pose un réel problème au public qui se dit, tiens, cet espace n'est pas entretenu, qu'est-ce que vous faites, etc. Et donc, il faut apporter, le jardinier en l'occurrence, la médiation nécessaire. C'est en cela aujourd'hui que je pense que les collectivités et notre métier a évolué. Autrefois, nous étions des faiseurs, des coupeurs, des tailleurs, des désherbeurs. On avait peut-être un bagage de compétences qui était très technico-horticole. Aujourd'hui, il faut qu'il soit, au-delà de cette technique, en capacité d'apporter la traduction de la nature, là où le grand public s'étant fait une idée de ce que pouvait être cette nature en ville, n'a pas forcément toutes les clés de compréhension. Et c'est, je pense, un des enjeux de demain sur les problématiques professionnelles et leur interface sociétale. Ça veut dire qu'il faut réapprendre au public, c'est compliqué toujours, ça, on en parle toujours, mais apprendre au public qu'il y a des saisons, que les choses évoluent. Dans les faits, on s'aperçoit que le public il dit toujours qu'il est d'accord, mais à condition d'avoir les tomates à Noël. Mais pas seulement, parce qu'en étant membre de l'Union nationale des entreprises du paysage, président du conseil de centre du CFA, CFPPA horticole d'hier. Et ça fait plusieurs années que j'essaie, tant bien que mal, de redonner à la profession ses lettres de noblesse quant à la capacité d'engranger des connaissances en botanique, en phytogéographie ou en écosystème. Parce que ce qui manque aujourd'hui à la plupart des profils qui sortent de quelque niveau scolaire que ce soit, c'est la connaissance des végétaux. Et je le dis avec force, c'est qu'aujourd'hui, la gamme végétale, comme on se l'est dit au téléphone il y a quelques jours, la gamme végétale d'un paysagiste concepteur, quelle que soit son origine de cursus scolaire, elle va graviter autour d'un catalogue que proposent les fournisseurs, et non plus sa capacité à inventer un paysage original en fonction de connaissances botaniques dont il disposerait. Et ça pose un problème, parce que du coup, ça fait des paysages copier-coller à l'entrée des villes, comme arbre d'alignement, comme arbre d'ombrage, et on perd finalement une identité de territoire qui pourrait être finalement associée à la capacité d'un climat, microclimat, d'un sol, voire même, pourquoi pas, de tradition d'utilisation de certains végétaux dans certains villages de Provence ou de Méditerranée. Sauf que la plupart des producteurs ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir des contrats à l'avance pour produire des arbres, enfin, sauf à être contredit, mais enfin, je gravite dans le métier depuis suffisamment longtemps pour savoir que si un pépiniériste, on lui dit dans 10 ans, il va me falloir tant d'arbres d'alignement de telle taille, le pépiniériste ne demande pas mieux, quoi. Je comprends mais c'est un vieux débat. Le stock soit moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, d'avoir fait un article dans le lien horticole. J'avais demandé à une dizaine de pépinières en France de m'envoyer leur catalogue actuel, le catalogue 10 ans avant, le catalogue 20 ans avant, et ceux qui pouvaient, le catalogue bien longtemps avant. C'était impressionnant. Et déjà à l'époque, on n'arrêtait pas de dire la gamme, elle se rétrécit, il n'y a plus rien. Et puis, on s'apercevait que les catalogues, ils n'avaient jamais été aussi riches. Donc, il y a aussi un peu d'idées reçues autour de ça. Il y a une diversité aujourd'hui dans les pépinières. Vous avez cité Philippi tout à l'heure. Vous allez dans les pépinières soupes, il y a des centaines d'hectares. Enfin, je veux dire, il y a une diversité dans les pépinières qu'aujourd'hui n'est pas forcément valorisée sur le terrain derrière, quoi. Alors, certes, mais ce qui a été perdu d'un point de vue horticole a été gagné d'un point de vue botanique. C'est-à-dire que dans les années 70-80,
on avait des variétés horticoles qui étaient extraordinaires, mais qui étaient vraiment liées à l'époque de Lemoine, au début du XXe, ou à d'autres obtenteurs. Aujourd'hui, les pépiniéristes collectionneurs qui sont sur le marché de la fête des plantes sont allés en expédition botanique, comme j'ai pu le faire quand il a fallu créer les parcelles sud-africaines, chiliennes au domaine du Rayol, et sont revenus avec des espèces de souches botaniques et non pas forcément d'origine horticole. Hein. Ce qui fait varier considérablement la capacité à ouvrir la gamme végétale, qui n'était pas forcément le cas dans les années 50 ou 60. Et en ça, je pense qu'il y a peut-être un avenir prometteur au travers de cette nouvelle gamme qui n'existait pas autrefois, parce que bien qu'étant très florifère, puisque la plupart des hybrides ou des espèces horticoles avaient cette capacité à avoir des floraisons sur des périodes prolongées, effectivement, les espèces botaniques, si on prend ne serait-ce que le genre Cistus, c'est 15 jours, 3 semaines de floraison, et après ça rentre en estivation, parce que c'est une plante typiquement méditerranéenne. Bon, cela dit, ce qui est bien par rapport à il y a 30 ans, c'est qu'on a associé la pépinière au paysage de manière beaucoup moins conceptuelle et beaucoup plus pratique. Et ça, en cela, sans doute que ça peut aider les collectivités à créer des paysages durables, alors qu'autrefois, par la plante annuelle, le bulbe, on était dans l'interchangeabilité de tout massif, parce qu'il fallait à un moment donné convaincre aussi le public par cette capacité à dire le spectacle est changeant et renouvelé, hein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sauf que, et j'insiste lourdement, la position du jardinier aujourd'hui, c'est plus le gars ou la nana qui est arrivé de la voirie. C'est vraiment quelqu'un qui est de métier de jardinier et qui est capable dans la ville de traduire ce qui s'y passe pour que le paysage ou le jardin en question ne soit pas interprété comme quelque chose qui soit à la fois du greenwashing ou réservé à une population gentrifiée. Sinon, on a perdu. Ok. On va rentrer dans un domaine un peu plus technique avec Daniel Soupe, qui donc pépiniériste. Je vous laisse vous présenter plus complètement. Alors, Daniel Soupe, pépiniériste à Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain. C'est moi qui ai créé la pépinière en 1975 et qui ai monté une production qui a évolué énormément d'ailleurs. On a tout d'abord produit ce qui se vendait, bien évidemment. Je me suis un peu prostitué avec des pyracantha et autres plantes que j'ai très très vite abandonnées au profit des plantes indigènes. Les plantes indigènes, j'ai été certainement le premier à les produire en grande taille. Les producteurs forestiers les faisaient en jeunes plants, mais j'ai été le premier à les produire en grande taille, c'est-à-dire dans des grandes forces pour les aménagements urbains. Alors, j'ai aussi été, peut-être pas le premier, mais un des premiers à pousser la porte des architectes paysagistes sur Paris. Enfin, j'ai été le premier à la pousser, celle de Happy, Michel Biolay, qui m'a reçu, m'a dit « Mais vous êtes le premier pépiniériste à franchir cette porte ?» Alors, je lui ai dit « Si je suis le premier chez vous, je serai le premier ailleurs. » Évidemment. Et il m'a demandé, mais il m'a dit « Mais non, je peux pas vous recevoir, je vous achèterai jamais rien, mais je suis pas venu pour vous vendre. Je suis venu pour vous montrer, vous expliquer ce que je faisais. » Et j'y suis resté 1h30. Donc, voilà, ça, c'est il y a très longtemps, il y a 45 ans. Alors, depuis, on a produit des plantes sauvages, et puis je me suis mis sur les plantes horticoles, les plantes botaniques, et très rapidement, je me suis rendu compte que les plantes horticoles, c'était pas l'avenir, mais que c'était les plantes botaniques qui étaient souhaitées et souhaitables pour les aménagements urbains. Les plantes horticoles ne tenant pas toujours leurs promesses, hein, et il n'y en a que très peu qui sont intéressantes. Voilà, alors on a produit et on est passé de 3 hectares à 30 hectares, de 30 hectares à 300, et puis aujourd'hui on est à 450 hectares de production. Et cette production,
elle est axée surtout sur la recherche, sur l'innovation. Et j'ai parcouru le monde entier, les arboretums d'Europe et ailleurs, et toujours à la recherche de nouvelles plantes. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, entre le fait de parcourir le monde entier et de parler de plantes locales? Comment vous articulez ça? Oui, alors, c'est pas prévu. Mais oui, tout à fait. Alors, la plante locale, tout de suite, le premier rendez-vous qu'on a eu à la FNHP, ça m'a fait un peu sourire. Et ça me fait toujours sourire, bien que ça représente un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable pour nous, parce que on est, par le sol, mais pratiquement, à pouvoir les multiplier. Déjà, j'ai toujours multiplié les plantes, les arbres, et j'ai conservé cette technique et ce savoir-faire de multiplication. Et aujourd'hui, je suis le seul pépiniériste à multiplier la plante depuis la graine jusqu'à la plante semi-adulte, la plante de 30 ans d'âge, 40 ans. Et même, je vais au-delà de la graine, c'est-à-dire que je vais la chercher, je vais la récolter moi-même. Donc j'ai la traçabilité complète. Et la traçabilité, il y a 30 ans que je l'ai. C'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous demande la traçabilité, mais moi, il y a bien longtemps que je l'avais. Les plantes locales, il y a bien longtemps que je les produisais. Je vous ai dit, je produisais les plantes sauvages. Donc, issues de la nature. Donc, je connaissais parfaitement le sujet, mais ça me faisait sourire parce que, effectivement, planter que des plantes locales, ça revient à dire de resserrer la palette végétale à un niveau très étroit. Pensez, les arbres d'alignement en plantes locales, il y a très peu de variétés qui sont intéressantes et qui sont rustiques et qui sont adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Alors là, quand on rentre dans ce domaine, il faut sortir de la plante locale, hein, c'est obligatoire. Hein. On est obligé d'aller vers les botaniques. Et donc, planter que des plantes locales, ça revient à dire à faire de la monoculture, quoi. On va retomber à planter le platane, alors qu'il n'est pas une plante locale, mais on va planter l'érable campestre comme on plantait le platane autrefois. Parce que le campestre, là, il est intéressant, il est rustique, il est bien adapté, il n'a pas de maladie, il résiste relativement bien à la sécheresse. Voilà, il a beaucoup d'avantages. Voilà. Donc, voilà. Alors après, vous, un de vos mantras, c'est de dire il faut planter des arbres, mais il ne faut pas les planter n'importe comment. Je crois que vous avez un PowerPoint pour illustrer un peu les techniques que vous proposez aujourd'hui des plantations. Oui. Alors tout à fait. On a développé une gamme de végétaux qu'on a issus des recherches, issus de mes voyages, qui a 30 ans maintenant. Il y a 30 ans que j'avais identifié, pas le réchauffement climatique, mais la surchauffe des villes, l'atmosphère sec des villes. Et donc, je me suis dit, il y a un souci là, il faut qu'on aille vers des plantes très résistantes, sans savoir pourquoi elles résistaient. Maintenant, je le sais, pourquoi elles résistent. Mais vers des plantes sanitairement propres, résistantes aux maladies, résistantes aux insectes. Donc, j'avais un cahier des charges que j'ai toujours très serré sur le choix des végétaux. Mais on voit que la résistance des plantes en ville, surtout en ville, elle est aussi fonction de la technique de plantation qu'on va adopter. Bon, aujourd'hui encore, on en est à faire une fosse au carré, à mettre de la terre végétale, à l'enrichir, et la plante, elle est ni plus ni moins que dans un pot. Elle est au confort, et le confort n'incite pas à l'effort. Et donc, la plante, eh bien, elle tourne dans sa fosse, et elle n'en sort pas.
Et quand elle a épuisé la fosse, qu'est-ce qui se passe? Une fosse de 5 mètres cubes, en gros, c'est 5 ans, mais après commence le dépérissement. Et vous avez pu le constater certainement à pas mal d'endroits où les arbres qui ont été très bien plantés commencent à dépérir au bout de 5, 7, 10 ans. Alors, on s'est battu pour qu'il y ait des fosses de plantation il y a 25 ans et c'était quand même déjà quand il y avait des fosses de plantation, on allait y faire un reportage parce que les villes qui plantaient bien, c'était sympa. Et vous préconisez quoi, vous, aujourd'hui alors? Bah, vous voyez, moi, je reviendrai presque en arrière. Presque. Presque, je dis presque. J'offrais bien une fosse de 1 demi-mètre cube en amendant, en mettant les micro-organismes, parce qu'aujourd'hui, on sait les maîtriser, pour obliger les racines à sortir de la fosse. Mais à la condition de planter un arbre en 8-10, en 6-8, très jeune. Parce que si on le plante en grosse taille, là, il n'y a pas de problème, 3 ans après, il n'y en a plus. Mais en plantant très jeune, il a la puissance de la jeunesse, il va sortir de la fosse. Alors aujourd'hui, on est dans des environnements urbains qui sont complètement défavorables. On plante dans des terres qui ne sont pas des terres, qui sont des remblais. Alors c'est un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, moi je préconise qu'on fasse des fosses ouvertes. Et puis, si on le plante jeune, on le plante à racines nues. On le plante à racines nues. Donc, moi j'ai des expériences sur des arbres qui ont été plantés en racines nues très jeunes sur des remblais d'anciennes carrières, d'anciennes carrières qui étaient devenues des lacs, et on a tout remblayé, on a fait des zones industrielles. Bon, il y a des alignements de peupliers, de diverses variétés qui ont été plantées. Aujourd'hui, ils font 30 mètres de haut. De l'autre côté de la route, on coupe les peupliers parce qu'ils ne vieillissent pas. On replante, on fait des fosses de plantation de 5 mètres cubes, et 3-4 ans après, 5 ans après, les arbres ils commencent à dépérir. Allez y comprendre quelque chose. Alors que les premiers ont été plantés en petite taille dans des fosses qui faisaient à peine 1 mètre cube et ils faisaient 30 mètres. Ça porte à réflexion tout ça. Et maintenant j'ai compris, on comprend mieux pourquoi ils ont grandi. Parce qu'ils sont sortis tout de suite de la fosse. Et ils ont progressé avec des micro-organismes qu'ils ont su s'inféoder. Alors, planter petit, c'est aussi... Par contre, ça, c'est un débat qui n'a pas changé depuis 25-30 ans, d'inciter à planter plus petit. Mais les villes en face disent oui, mais il y a le problème du vandalisme, oui, mais il y a le problème de la protection des plantes contre... Oui. Ça, c'est pas possible. Alors, aujourd'hui, moi, je préconise d'ouvrir les fosses, de faire des fosses ouvertes. On va le voir tout à l'heure dans la présentation. Et alors, je vais vous surprendre, ne plus ramener de terre végétale. De travailler avec le sol en place en l'amendant. Mais il y a quand même des endroits où les sols risquent d'être catastrophiques, non? Enfin, c'est pas un problème. C'est pas un problème? Non, c'est pas un problème. Moi, je vous fais une plantation au printemps, là, hier, dans un sol, quel qu'il soit. Et je vous promets que 3 ans après, les arbres vont être beaux. Simplement parce qu'on a aujourd'hui maîtrisé les biotechniques avec... on arrive à gérer les micro-organismes. Et pas n'importe quel micro-organisme. Les micro-organismes inféodés au sol. Parce que ça, c'est très important. Aujourd'hui, on enrichit le sol avec les bactéries, mais les bactéries issues du sol. On prélève, on envoie en laboratoire, on analyse, on identifie, on isole les bactéries fixatrices d'azote, les bactéries solubilisateuses de phosphore. De la même façon, les mycorhizes, et surtout les ectomycorhizes, quand c'est des chênes ou des choses comme ça, et on les réintroduit dans le sol avec du carbone. Et le carbone, on en trouve partout. On en trouve surtout chez les élageurs qui broient leurs produits d'élagage. Et on introduit du BRF ou du broyat forestier. Alors, on introduit aussi un peu d'amendement
mais pas trop riche. Et il faut quand même, comme on apporte pas mal de carbone, il faut amener aussi un peu d'engrais organiques azotés pour lutter contre la fin d'azote, hein, qui est bien connue. Et là, on plante dans le sol en place, et je vous promets, l'arbre va bien se comporter, et surtout, il va sortir rapidement de sa fosse, parce qu'on aura préalablement inoculé et ensemencé la fosse avec les micro-organismes et la périphérie de hors fosse. Et là, les racines vont tout de suite y aller. Ça, c'est incontournable. Et c'est des techniques cultiver des bactéries en laboratoire, tout ça, c'est des techniques, c'est abordable, c'est cher, qu'est-ce que ça peut, c'est pas forcément plus cher que de planter des gros sujets, comment ça se chiffre? Par rapport à une fosse où on ramène 7 à 8 à 10 mètres cubes de terre, ça coûte à peu près 40 à 50% moins cher. C'est pas compliqué. On fait faire une économie à la ville qui va planter d'extraction et d'emmener en décharge 7 mètres cubes de terre et de mauvais terrain et de ramener 7 mètres cubes de terre végétale. Je vous laisse faire le chiffre. C'est un montant important. Et nous, on est à 40% de ce prix-là. Donc, ça coûte beaucoup moins cher. Jean-Laurent Félicia, ça vous inspire, c'est des techniques qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Comment vous réagissez à ça? Je suis admiratif du travail de Daniel, que je connais depuis longtemps, mais ça ne m'étonne pas, c'est une approche qui est très naturaliste en soi, parce que c'est regarder la nature comme elle fonctionne et quelque part modéliser au travers de ce qu'elle fait, ce qu'elle produit. Les terres végétales, c'est le pire piège qu'on peut apporter à un arbre d'alignement en ville. Comme le dit Daniel, au bout d'un moment, il est dans un pot confiné, puis il ne veut pas en sortir parce qu'il n'y a que là qu'il a trouvé son bonheur. Et on l'a forcé d'ailleurs par un leurre à croire que c'était son bonheur, quoi. Donc non, planter petit, c'est effectivement, je dirais, presque un cas obligé, incontournable. Après, c'est vrai que, comme vous le disiez, il faut savoir convaincre les collectivités, parce qu'au-delà du fait du vandalisme, etc., on est en pleine période électorale, vous savez qu'il y a aussi le temps du mandat. Le mandat, c'est important pour un arbre. Le temps du mandat et le temps tout court. Soyons pas trop durs, parce que c'est facile de dire il y a le temps du mandat, mais les citoyens sont aussi vachement impatients. On est dans une société de l'impatience et de l'immédiateté. Il ne faut pas trop tomber non plus à bras raccourcis sur les élus. Apportons une justification à ce choix, en disant qu'effectivement ça va pousser. Comme disait Syntex, un baobab, avant d'être grand, ça commence par être petit. Hein. Donc il faut commencer par être petit. Avec ces méthodes, on peut quand même planter assez gros. Mais moi, je ne suis pas pour, alors que je suis pépiniériste. C'est quoi assez gros? C'est quoi petit? Ah ben, gros, c'est 25-30, 30-35, voilà, 35-40. Mais je pense qu'une taille raisonnable, aujourd'hui, pour planter un arbre, il faut encore qu'il soit dans sa période de croissance et la jeunesse de sa puissance. Il a la puissance de sa jeunesse. Donc, il faut plutôt planter du 16-18, du 18-20, ça c'est des bonnes tailles, très bonnes tailles, 20-25 éventuellement. Alors après pour du pin, évidemment, si on veut planter du pin, on ne peut pas le planter en 16-18 ou en 20-25 parce qu'il fait 2 mètres, mais on le plantera en 30-35, 35-40. Mais voilà, alors pour des raisons, certaines raisons urbaines, où il faut planter des arbres de 15 mètres ou de 10 mètres, c'est possible. Mais c'est possible dans les mêmes conditions. Il ne faut pas créer des conditions trop artificielles et trop riches. Et je ne cesse de le dire, le confort n'incite pas à l'effort. Donc si l'arbre, il trouve tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin, et plus que ça, dans la fosse, ben, je ne vois pas pourquoi il va en sortir. Et vous savez, je ne peux pas mettre toutes les diapos là, parce que ce serait trop long, mais j'ai fait des sondages sur des sites, et notamment le site du Futuroscope, où on a fait notre première plantation avec le système rhizosol, hein, qui est les bactéries.
on a trouvé des racines qui sortaient de la fosse et qui faisaient demi-tour et qui rentraient dans la fosse. Évidemment, parce que derrière, il y avait du calcaire, il y avait de la caillasse, et puis bon, c'était pas intéressant. Or, il aurait été biodynamisé à l'extérieur de la fosse, les bactéries auraient tout de suite sorti, les racines, pardon, auraient tout de suite sorti parce qu'elles avaient les bactéries fixatrices d'azote et il y avait à manger. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui? C'est quoi? C'est le regard des villes qui doit évoluer, c'est la profession dans son intégralité qui doit changer son point de vue avec des tables rondes comme ça. Comment il faut faire? Il faut qu'il y ait une remise en cause des techniques, qu'elles soient adaptables et adaptées à chaque situation. Hein. Moi, je ne donne pas une recette toute faite à appliquer partout, hein. Mais il faut revoir absolument ces techniques de plantation. Et puis, il faut revoir, alors là, les espèces, les variétés. Parce que aujourd'hui, on voit bien que les saisons changent. Hein. Il y a pas moi, j'appelle pas ça le réchauffement climatique, mais un changement climatique. Hein. Et ce changement climatique fait que on a toujours des étés plus secs et plus chauds. Mais on peut l'avoir aussi froid et pluvieux. Hein, et puis, moi, j'aime pas le mot réchauffement climatique parce que dans la tête des gens, réchauffement, oui, bon, ok, la Côte d'Azur, dans quelques années, elle va remonter à Lyon. Et puis, on va pouvoir planter des palmiers, et puis des oliviers, et puis de tant de trucs. Bon, non, c'est pas ça. Parce que le changement climatique fera qu'on pourra avoir des coups de chien en hiver avec des gels de moins 10, de moins 15 et des vents violents. Et voilà, alors ces arbres-là ne tiendront pas. Donc il vaut mieux bien étudier les nouvelles conditions qui vont faire que les arbres ne pousseront moins bien. Il y a des variétés qui ne vont plus être adaptées, même des variétés locales. Hein. Le hêtre, c'est fini. Il ne faut plus en mettre en ville. Hein. C'est pas possible. Hein. Le hêtre en ville, ça fait un petit moment qu'on le dit. Non, mais on en voit. On n'en voit plus beaucoup quand même. On n'en voit plus beaucoup. Mais parce qu'ils supportent quand même mal. Oui, mais voilà. Et puis même l'érable. Mais l'érable platanoïdes, il est plus du tout adapté en ville, hein. Alors qu'il était beaucoup planté. Mais aujourd'hui, l'érable platanoïdes, vous mettez devant une façade, il grille complètement. Ça veut dire que là, aujourd'hui, les villes, elles sont face à des enjeux de plantation dans leur nouveau quartier, dans leur cadre de leur développement, mais aussi beaucoup sur le patrimoine existant, en fait. Mais bien sûr. Alors, il faut aller chercher dans les pays à climat plus rude, avec des amplitudes thermiques fortes, c'est-à-dire des climats où les étés sont chauds, secs, aux hivers froids, au sol calcaire. On a 80% des sols en France qui sont calcaires. Il faut aller chercher des arbres qui soient sanitairement propres, qui n'aient pas de maladies graves et qui n'aient pas d'insectes ravageurs. Voilà. Et puis quand on a fait ce tri-là, on peut ramener des graines et les cultiver. C'est ce que j'ai fait il y a 30 ans. Quand on résume ça, en fait, moi qui travaille sur Montpellier, j'avais fait une petite enquête rapide il y a 7-8 ans. Et en fait, on s'apercevait que finalement, trouver des végétaux d'origine de régions assez froides l'hiver, assez chaudes l'été, finalement, en France, on tombe vite sur le climat montpelliérain, le pôle nord de la Méditerranée, grosso modo, vent froid l'hiver. Du coup, il y avait une mode de plantation du chêne vert. Est-ce qu'on risque pas de retomber dans des monocultures? Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à accepter de ne pas retomber dans les monocultures du platane, de l'orme avant, de la plupart de quelques érables sur une gamme un peu étroite ou des choses comme ça? Non, il n'y a pas de risque parce que, vous voyez, un des premiers pays que j'ai visité et j'ai ramené des glands, des chênes, ça a été la Turquie. Et là, j'y retourne bientôt. Là. Il y a un réservoir d'espèces en Turquie qui est fabuleux. Et là, c'est des arbres qui résistent bien. On a le climat
on a le climat, en gros, qu'on va avoir dans quelques années ici. Et le chêne, on n'est pas limité au chêne vert. Je dois avoir entre 15 et 20 chênes persistants. Mais des chênes caducs, dans tous les chênes que je cultive, j'en ai plus de 50 espèces. Et d'origines différentes, mais pour certains, très, très résistants au milieu urbain. Et le leader actuellement, c'est le Quercus castaneifolia, qui pousse très vite, qui est dans n'importe quelle condition, et il vient d'Azerbaïdjan. C'est pas très loin de la Turquie. Hein. Et ce chêne, quand je l'ai découvert, c'était fabuleux. Hein. Et il pousse aussi vite qu'un chêne rouge d'Amérique. Et il pousse sur le calcaire. Ok, donc on a une demande sociale, on a un rôle de médiateur que doivent jouer les villes, on a une gamme végétale à faire avancer. Ça vous inspire quoi, Thierry Stadler, tout ça? Qu'est-ce que ce débat-là? Vous l'avez compris, je suis un peu le candidat de la table ronde, ce qui ne m'empêche pas de réagir. J'ai noté un certain nombre de choses et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle d'une part avec ce que j'ai dit pour partie sur les produits biosourcés, puis je vais vous faire un parallèle aussi sur l'alimentation, où il y a aussi un nombre de débats. Donc j'ai entendu le terme sensibilité, désir de nature, besoin des clés de compréhension. Je suis tout à fait d'accord sur les questions de clés de compréhension parce qu'il y a une différence entre dire voilà, je veux me rapprocher de la nature et comprendre comment elle fonctionne. Et là, on sait tous que les équilibres biologiques, c'est quelque chose de très complexe. Et il y a un vrai rôle aujourd'hui vis-à-vis du consommateur, mais vis-à-vis des collectivités aussi, même s'ils ont des spécialistes aujourd'hui, on va dire, d'information et de formation, au risque finalement de faire des choses, comme tu le disais, qui ne correspondent pas effectivement à ce que la nature est en droit de faire. Ça, c'est la première chose. Les circuits courts, oui, j'ai entendu, ça se développe énormément dans le domaine de l'alimentaire. La question, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec finalement ce qui se fait en horticulture sur d'autres sujets? C'est une vraie question. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de choses sur le sujet, alors qu'il y a une vraie politique nationale au niveau agricole, et notamment par la FNSEA sur les circuits courts. C'est un revenu complémentaire pour l'agriculteur. Ce n'est pas son principal revenu, mais c'est souvent un revenu complémentaire pour l'agriculteur. Et après, il y a la question finalement du végétal dans son environnement et de son interaction avec le sol. C'est pareil, on a la même problématique sur les grandes cultures. Aujourd'hui, on se dit, on a une méconnaissance du sol, on a une méconnaissance des interactions de la microflore du sol avec les racines et la plante d'une manière générale. Je pense que la problématique, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe dans l'alimentation aujourd'hui. On est en train de revoir complètement les choses. Bon, vous prenez par exemple le cas, on mange de plus en plus aseptisé. C'est le cas des Américains. Je veux pas de fromage avec des croûtes, machin. Je vais à l'étranger, je me chope la tourista parce que finalement, voilà, mon estomac n'est plus adapté, ma flore bactérienne n'est plus adaptée à mon environnement et ne peut plus réagir en conséquence. Eh bien, c'est pareil. Aujourd'hui, sur l'alimentation, les recherches s'orientent sur le microbiote parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est cette flore intestinale que l'on a qui va digérer et assimiler les aliments et qui fait que finalement, c'est une incidence sur la santé, sur les maladies, etc. Et on est en train de revoir complètement les fondamentaux, au niveau recherche d'ailleurs, de l'alimentation aujourd'hui, par une meilleure compréhension de ce microbiote. Et ce qui est expliqué avec les arbres et l'interaction avec les bactéries du sol, ça va tout à fait dans le même sens. Alors cette compréhension de la nature, elle est importante. On parle aujourd'hui de biomimétisme, c'est-à-dire comment on peut mimer la nature. Alors, il y a l'exemple du TGV, du Shinkansen japonais, par exemple, avec son profilage. Mais il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui. Le fil d'araignée, aujourd'hui, on fait un équivalent Kevlar pour faire des gilets pare-balles, etc. Mais voilà, on a besoin de cette compréhension. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, je suis sûr que le consommateur ne mesure pas ou n'appréhende pas effectivement ces différentes dimensions. Et il y a peut-être un rôle de conseil, effectivement, aujourd'hui, important dans votre profession par rapport à ce sujet. J'ai noté aussi l'importance de la recherche et l'innovation, encore une fois, parce que à partir du moment où on comprend mieux les choses, et on les comprend d'autant mieux qu'aujourd'hui, on sait que l'évolution des connaissances scientifiques est proportionnelle aujourd'hui à la capacité de calcul des processeurs. C'est particulièrement vrai en génétique, en sélection,
où effectivement, c'est grâce à ces progrès de calcul qu'on comprend mieux effectivement qu'on sait faire une carte ADN voilà, en très peu de temps. Et je veux dire, tout ça aujourd'hui, il faut l'intégrer, mais il faut aussi l'expliquer sans que ça devienne effectivement qu'on joue à l'apprenti sorcier. Et puis, ce que tu disais aussi, il y a ce changement climatique qui arrive. Je veux dire, il faut l'intégrer. Il y a des incendies, il y a des tempêtes. On a vu ce qui s'est passé cet hiver dans la Drôme et dans l'Isère, au niveau des arbres. Il y a des phénomènes de sécheresse. D'ailleurs, les mêmes problématiques qu'on retrouve sur les grandes cultures. Horticulture, grande culture, c'est exactement les mêmes problématiques aujourd'hui. Et là, il faut réfléchir effectivement sur le moyen-long terme, parce que finalement, quand on investit sur ce sujet, on s'inscrit quand même aujourd'hui dans la durabilité. Voilà, donc ce que j'ai noté, les jardins, oui, on a eu de longue date des jardins ouvriers. Je pense qu'il faut continuer à développer ce volet-là, on les voit. Et puis, des fois, il y a le consommateur qui dit « je veux quelque chose », et puis finalement, dans son acte, il va contre nature. Quand j'achète du raisin au mois de décembre qui vient du Pérou, on a un paradoxe quand même dans cette société de consommation. Il y a aussi des phénomènes de mode. Je prends toujours l'alimentaire, le gluten. Je consomme peu de gluten, je suis intolérant au gluten. Les vraies personnes qui ont la maladie cœliaque, c'est 20% de ceux qui consomment plus de gluten. Donc on a ces phénomènes de mode parce que finalement, on se fait des idées etc. Donc il y a vraiment je dirais un devoir d'explication, d'information. Rentrer en communion avec la nature, oui, mais pour rentrer en communion, encore faut-il la comprendre. Alors moi, j'avais une dernière question, peut-être avant de passer la parole à la salle, à Jean-Noël Consales. Toutes ces informations au grand public, vous le sentez, c'est un enjeu qui est facile aujourd'hui parce que les gens sont plus urbains et qui sont plus rassemblés, c'est compliqué. Comment vous le ressentez ? Tout à fait. En fait, on est tous urbains, on a tous des générations avant nous qui n'étaient pas urbaines, mais il y a eu une rupture après la Seconde Guerre mondiale, des Trente Glorieuses, qui fait qu'on a effectivement, en tant qu'urbains, globalement, une méconnaissance de la nature en général. Et donc, il y a effectivement une médiation à refaire et effectivement, il y a des enjeux, comme ça a été dit, d'acceptabilité des choses qui sont absolument importants parce qu'il y a des défis climatiques, environnementaux qui se présentent à nous et que ça ne peut pas aller avec des régimes d'acceptation tels qu'on l'a aujourd'hui. Effectivement, on ne peut pas vouloir que les choses changent sur le plan environnemental et se dire ouais mais bon effectivement je veux quand même que la pelouse soit verte, que le parc soit toujours tondu, etc. Il y a des choses à faire, mais ça passe effectivement, ça a des enjeux de connaissance d'abord, effectivement, de connaissance de tous ordres, à l'échelle de la plante, mais aussi des interactions avec la société. Donc il y a des enjeux de connaissance et des enjeux de médiation très forts. Médiation, je pense auprès de la société elle-même, auprès du citoyen lambda, effectivement, mais médiation aussi, je pense, auprès des décideurs, qui soient les décideurs techniciens, ingénieurs des villes, etc. Mais ça, on sait que les choses évoluent, ne serait-ce que par la démographie, les choses changent. Mais je pense aussi sur le plan politique, clairement, parce qu'effectivement, il y a ce jeu, le temps d'un mandat, mais il y a un jeu qui se fait entre un maire, un élu et la population qui veut elle aussi des choses, et il y a ces interactions qui se font là. Donc je pense qu'il faut aussi avoir des enjeux de formation à l'acceptabilité des politiques sur ces choses-là. Après, juste si je me permets, je pense que ça passe aussi par un temps où il y a des systèmes effectivement paradoxaux qui vont vivre ensemble. Je rebondis sur la question de on veut tout et son contraire. Oui, effectivement, mais en fait, on peut penser, par exemple, si je fais le parallèle avec l'alimentation, on peut effectivement être sur des stratégies individuelles par foyer de changement, d'aller vers le bio, de mieux manger, etc. Ce qui n'empêchera pas
que de temps en temps on se tape un McDo, quoi. Vous voyez, et donc, en fait, il y a des systèmes certainement qui vont perdurer et se rencontrer dans le temps, mais qui n'empêchent pas finalement qu'il y ait une progression, encore une fois, qui repose sur la connaissance et la médiation de ces connaissances. La médiation de ces connaissances, elle est absolument fondamentale. Oui, pour compléter ce que dit Jean-Noël, on est dans une charnière assez, je dirais, passionnante. C'est qu'effectivement, le grand public est demandeur. Et moi qui, de temps en temps, suis consulté par les donneurs d'ordre, enfin, dans le cadre de la commande publique, quand le législateur a décidé du zéro phyto, c'est vrai que ça met une pagaille abominable, mais ça engage aussi des processus et des modus operandi qui sont innovants. Et on est consulté aujourd'hui justement pour réécrire la suite des marchés publics quand il s'agit de parachèvement ou de confortement sur des méthodes alternatives qui apportent une solution. Hein. On n'a plus de glyphosate, on n'a plus de... Et on s'aperçoit finalement que cette demande-là, elle crée aussi une ressource de... Elle oblige les gens à bouger, elle oblige les métiers à bouger. Oui, c'est génial, c'est génial, ce qui ouvre un avenir très très prometteur à nos filières. Hein. Ok, je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais la parole va être à vous. Est-ce que vous avez des questions à poser aux intervenants? Est-ce qu'il y a des sujets, à mon avis, qui doivent forcément interroger les professionnels? Alan Ménian, Stredor. J'ai une question pour Monsieur Félizia. Vous avez parlé de la question de la perception des végétaux en ville par les citoyens, notamment sur l'entretien des jardins, etc. Mais une question toute simple, est-ce qu'on ne devrait déjà pas commencer par changer le champ lexical et arrêter d'appeler une adventice une mauvaise herbe? Parce qu'en quoi est-elle mauvaise? Enfin, c'est dans les discours populaires, mais en fin de compte, une mauvaise herbe n'a rien de mauvais. Donc est-ce qu'on ne devrait déjà pas commencer par ça, nous, professionnels de la filière, changer et sensibiliser le consommateur sur ces choses-là? Il faut qu'on écrive collectivement un nouveau glossaire, en fait. Il y a des tas de termes comme ça qui, dans le genre humain, sont venus du règne végétal et qui sont très péjoratifs. Poireauter, végéter, s'étioler... J'en ai plein. Hein. Ce ne sont pas de moi, c'est Francis Allais qui l'écrit dans un de ses ouvrages et c'est vraiment extraordinaire parce que ça met l'accent sur cette distance qu'on a creusée entre le végétal et nous-mêmes. Bien évidemment, Gilles Clément dit l'herbe n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Hein. Et justement, sortons de ce champ lexical pour comprendre que même je dirais un simple diplotaxis, qui est une crucifère, a son intérêt pour capter le puceron et l'éloigner de la plante qu'on a voulu cultiver. Donc, dès lors qu'on apporte une raison quasi ethnobotanique à une plante qui pourtant a été diabolisée, eh ben, on met à plat le règne végétal comme étant une sorte d'univers allié de l'être humain dans la ville ou ailleurs. Hein. Mais je suis totalement d'accord qu'il faut reformuler et reconsacrer au règne végétal ces lettres de noblesse pour éviter de discriminer, sectariser, etc. Corinne Biteau. Oui, je pense qu'en particulier, on a beaucoup à travailler dans ce que Thierry Stadler nous a présenté concernant la bioéconomie, sur le fait que la bioéconomie, ce n'est pas seulement l'exportation des végétaux pour leur transformation industrielle, ce que c'est aussi, bien évidemment, avec toutes les pistes que vous avez évoquées et qui sont vraiment intéressantes pour notre secteur, ne serait-ce que parce que finalement, les horticulteurs sont assez capables de faire pousser un peu n'importe quoi par rapport à d'autres métiers et qu'on va avoir besoin d'une très grande variété de végétaux. Mais néanmoins, la bioéconomie, c'est aussi l'utilisation des végétaux en place, ce que vous avez dit en conclusion. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire auprès notamment des politiques publiques qui ont un petit peu tendance à oublier ça. Et donc, notre profession a besoin d'être très, très présente sur ce secteur-là. Et c'est ce qu'on fait au travers de la présence qu'on assure pour représenter l'ACTA au sein de la commission thématique interprofessionnelle sur la bioéconomie, pour insister sur cette dimension des services qui sont rendus aussi par les végétaux. Il n'y a pas que les produits à base de végétaux, il y a aussi tous les services rendus par les végétaux. Et ça me semble être un axe vraiment de développement pour toute notre filière. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, l'histoire du brassage planétaire, hein, qui est quand même assez vibrant, puisque vous sortez du forum du casino, vous regardez le paysage autour de vous, et vous essayez de trouver une plante qui soit véritablement indigène, de hier les palmiers. J'ai regardé ce matin, il n'y en a pas une. Voilà.
Donc c'est drôle parce qu'on a accéléré le processus d'introduction parce qu'on a des méthodes commerciales qui ont dépassé un certain... Mais c'est ça qui est enrichissant en même temps, parce qu'on ne peut pas se cantonner à la plante indigène ou à la plante locale, sinon on réduit considérablement le niveau de résistance des plantes qui, par leur brassage, ont accompli justement cette confection de barrières sanitaires en étant dans la densité et la multiplicité. Et je pense qu'il ne faut pas se priver, malgré Nagoya, à être dans la recherche de l'introduction de toutes nouvelles plantes qui auraient pour dénominateur commun le climat. Le climat qui est changeant. Alors, tout à l'heure, vous parliez de dérèglement climatique ou de réchauffement climatique. Moi, ce qui me surprend le plus en tant que petit pépiniériste collectionneur, ce n'est pas le fait qu'il fasse plus chaud ou plus froid, c'est qu'à un moment donné, nous avions 22 hier, et aujourd'hui, il fait 9. Et ça, on ne peut pas, parce que la saisonnalité d'autrefois, qui existait quand même, qui était un peu plus tranchée qu'aujourd'hui, elle apporte une véritable difficulté de résistance des végétaux qui, quelquefois, selon leur cycle biologique, doivent interrompre, repartir, et être dans des jeux, je dirais, de chaises musicales avec les prédateurs et leurs parasites. La pression parasitaire potentielle aujourd'hui, quand on voit ce qui est arrivé sur les 20 dernières années, c'est faramineux. Oui, bonjour, Oscar Stapel, Astredor. J'aimerais... on parle beaucoup des végétaux, mais je pense qu'il y a aussi un intérêt pour nous de parler des insectes et des oiseaux qui sont aussi en diminution énorme dans cette histoire de réchauffement planétaire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, comme on a déjà fait, par exemple, sur les plantes qui attirent plein d'insectes comme des abeilles, peut-être dans notre discours, il faut parler aussi d'intégration de végétaux avec tous ces cortèges d'espèces des animaux pour sensibiliser les gens qu'un végétal, c'est un organisme très important pour avoir toute une nature près de chez soi. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont aussi sensibles à ça. Donc, pas uniquement parler des plantes et la floraison, mais aussi les alliés qui sont autour, qui peuvent être aussi intéressants pour nous et peuvent nous apporter plein de choses. Les insectes, vous avez tout à fait raison. Alors moi, je vais vous donner une indication qui est parlante. Avant, on produisait, je vous dis, j'ai 450 hectares, il y en a la moitié, c'est des tiges et des cépées, ils étaient plantés à 2,50 m ou à 3 mètres les uns des autres. Et l'inter-rang, on désherbait, glyphosate et tenait propre. Propre pour pas que, on pensait que, pour pas qu'il y ait de concurrence, notamment sur l'eau, l'été, que les mauvaises herbes pompent l'humidité au détriment des arbres. On a évolué et maintenant, on sème du blé, on sème du seigle dans les rangs de pépinières, on sème du sorgho, on fait de l'agriculture au service de l'arbre. C'est-à-dire on fait de l'agriculture dans les rangs de pépinières. Cette agriculture-là, on s'est aperçu que, on ne l'a pas faite pour ça, mais que ça créait un microclimat, que les arbres poussaient mieux, mais surtout que c'était un nid à insectes et qu'on élevait un peu les insectes prédateurs des insectes qu'il y avait sur les arbres. Et aujourd'hui, les produits de traitement se sont réduits à moins de 10% de ce qu'on passait il y a 20 ans. Hein, c'est-à-dire qu'on va traiter les pucerons sur une espèce, le Prunus avium, parce que quand le Prunus avium prend les pucerons, la flèche, elle tourne en rond et puis il est fini, quoi. Il pousse tout tordu et on ne peut plus le vendre. Mais c'est tout. On ne traite plus. Et l'avantage, c'est que, bon, je l'expliquerai tout à l'heure si vous voulez bien, mais on a d'énormes avantages au niveau du sol.
Non pas qu'on récolte le blé ou qu'on récolte le seigle, hein, parce que c'est ce que je fais croire à mes clients quand ils viennent. Je leur dis, on vend les arbres tellement peu cher qu'on est obligé de faire de l'agriculture et de récolter du blé. Bon, mais ils ne me croient pas vraiment. Non, on a mis au point un broyeur qui est unique en Europe, au monde, un broyeur spécial qui transporte le broyat, la paille, on le broie avant maturité, et on le transporte au pied des arbres, sur la ligne de plantation. Et là, la découverte qu'on a faite a été extraordinaire. Moi, je m'y attendais. Je m'attendais à surtout l'humidité. On garde l'humidité, hein, parce que le soleil n'assèche pas les terrains. Mais on favorise, comme la paille, c'est du carbone et action rapide, eh bien, on favorise les micro-organismes, les bactéries, les micro-organismes du sol, mais surtout la macrofaune. On soulève la paille et ça grouille d'insectes là. D'ailleurs, il va falloir que je fasse passer un écologue pour me faire l'inventaire de toute cette macrofaune qui existe sous la paille. Et on a les vers de terre qui se battent pour se sauver. Il y en a 10 au décimètre carré. Hein, c'est impressionnant. Et là, on a des arbres qui poussent sans arrosage et qui poussent mieux quand il fait chaud et sec que quand il pleut. Ils poussent mieux. Quand il pleut, il y a les nuages, il n'y a pas de photosynthèse. Quand il fait chaud, il y a de la photosynthèse à fond. Et l'année dernière, année de sécheresse, on n'a jamais eu une croissance aussi forte que l'année dernière. Je veux bien, à travers ce qui vient d'être dit, je passe à l'échelle de l'aménagement du territoire que je connais bien. On voit bien qu'on passe à d'autres logiques. En fait, ce qu'on a dit, c'est qu'aujourd'hui, on est face à de tels défis qu'on ne peut plus être sur les postures de l'utilisation du végétal comme on l'avait au XIXe siècle, où en fait on utilisait le végétal pour faire un décor, finalement, et pour faire quelque chose qui était fixe et fixé. Et donc, finalement, on en était là, on faisait une carte postale urbaine, etc. Aujourd'hui, réellement, le végétal dans la ville, il a une dimension fonctionnelle. Il doit fonctionner. Et il est important parce qu'on vient de le voir, il fait complètement l'interaction entre différents compartiments de nature. Le végétal, c'est l'interaction entre le sol, qu'on méconnaît, qu'on connaît mal, effectivement, et l'atmosphère. C'est l'interaction aussi sensible et visible entre, finalement, notre ville et, finalement, l'attachement qu'on peut avoir à la ville, etc. Donc, ça a différentes dimensions et donc, ça lui donne une importance vraiment capitale aujourd'hui. Mais là, on l'a dit, ça demande de véritablement changer les regards, changer les paradigmes traditionnels de, comme vous le disiez, monsieur, du bon, du mauvais, du beau et du laid. Ça doit être dépassé. Je prends un exemple, par exemple. Voilà, aujourd'hui, il y a un concept d'aménagement du territoire qui s'est fait, qui est la forêt urbaine. Toutes les villes veulent faire des forêts urbaines, etc., mais sans changer, dans le regard du politique, la logique de décor du 19e siècle. On veut planter des arbres et faire comme ça, alors que vraiment, penser une forêt urbaine, pourquoi pas, mais dans un fonctionnement à l'échelle de la forêt elle-même, à l'échelle du bois qui est créé, mais à l'échelle aussi du territoire. Et ça, c'est ça. Et donc moi, je promeus, en tant qu'enseignant d'urbanisme, de passer de logiques d'aménagement du territoire à des logiques de ménagement du territoire. Et vraiment, ce passage d'aménagement à aménagement du territoire, c'est vraiment penser vraiment la ville comme fonctionnelle sur le plan écologique. Et dans ce cadre-là, le végétal a une place primordiale. Oui. Philippe Morel, donc président du conseil scientifique Astre d'Or, pour le moment du moins. Oui, je voudrais revenir sur une question qui a été soulevée tout à l'heure par M. Soupe concernant les végétaux d'origine locale versus les végétaux introduits de régions mieux adaptées pour implanter des végétaux en ville résistants aux contraintes urbaines.
Est-ce que les collectivités ou les donneurs d'ordre ne sont pas inquiets quand on leur propose ces végétaux d'origine un peu exotique, d'une part du caractère éventuellement invasif de ces plantes, qui est un sujet un peu récurrent avec certaines espèces qui font la une, quoi. Et puis d'autre part, le risque aussi d'introduction de pathogènes ou de ravageurs qui pourraient être portés par ces végétaux introduits. Tout à fait. Il n'y a pas que les maîtres d'œuvre, il y a aussi les maîtres d'ouvrage, il y a aussi même les paysagistes qui s'inquiètent. Une nouvelle espèce, ah oui, mais attention, on ne connaît pas son développement. Est-ce qu'elle ne va pas être invasive? Est-ce qu'elle ne va pas être porteur d'une nouvelle maladie et tout. Quand on introduit une espèce, on l'étudie avant. Nous, on l'étudie. On va la tester pendant presque 10 ans avant de la mettre sur le marché. Parce que de toute façon, c'est le temps qu'il faut pour le produire dans une taille respectable. Déjà, alors, entre le jour où on l'introduit et le jour où on la met sur le marché, il faut 10 à 15 ans. Hein, c'est un minimum. Alors évidemment qu'on va faire des recherches sur le caractère invasif. Évidemment. Et ensuite, moi, je les sélectionne justement pour leur performance à la résistance aux maladies et aux insectes. Donc, il n'y a pas à avoir de souci là-dessus. Mais effectivement, leur méconnaissance fait qu'ils posent un tas de questions qui n'ont pas de fondement. Et pour revenir avec aux espèces locales, encore une fois, si vous faites un alignement, si dans une ville il y a un alignement en haut, le maire est très écolo, il dit je veux une espèce locale, qu'est-ce qu'on va mettre? Si il y a des contraintes de volume, hein, qu'on est à 3 mètres d'une façade, je peux vous dire qu'on va se gratter la tête un sacré moment pour trouver une espèce de petit développement qui soit une espèce locale. C'est quasiment impossible. Hein. Et surtout qu'elle tiendra, si on en trouve une, elle ne tiendra pas au calcaire, elle ne tiendra pas au réchauffement par les façades, enfin, on aura des problèmes. Donc il faut bien aller puiser dans l'énorme réserve botanique qu'il y a dans le monde pour trouver l'espèce qui va correspondre à cet environnement. Et puis après, on a encore les réseaux. Il ne faut pas une plante pivotante, parce qu'on a les réseaux. Vous vous rendez compte? Et j'en passe des meilleurs, hein, des critères de sélection, comme ça. Donc, il n'y a pas à avoir d'inquiétude, parce qu'on n'est pas des apprentis sorciers. Et quand on fait une recherche de nouvelles variétés, là, j'ai un programme de voyage 15 jours aux États-Unis, au sud des États-Unis, Mexique, pour aller chercher des chênes parfaitement adaptés aux conditions urbaines. Je vais d'abord les étudier avant de partir. Et quand je vais arriver sur place, je vais encore les étudier pour voir leur comportement et leur caractère invasif. Enfin, avec le chêne, on n'a pas trop le problème, mais avec les érables, avec les espèces qui... Ah bah oui, bien sûr. L'érable négondo était chassé comme une mauvaise herbe en Angleterre. Il l'est toujours. Il ne faut surtout jamais planter cette plante. Une fille sur le trottoir, elle pousse. Donc voilà. Les lentes, c'est encore pire. Les lentes, alors là, une dernière question, à gauche. Donc Sylvie Robert, déléguée générale. Donc je m'adresse un petit peu plus à vous, Monsieur Félizia. Donc là, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est de trouver des solutions par rapport aux différentes problématiques. Et notamment, vous avez évoqué que dans votre métier, la problématique, c'était plus un manque de connaissance des personnes qui le constituaient votre métier, par rapport au fait qu'ils répondent aujourd'hui aux appels d'offres pour les collectivités, en tout cas en termes d'intermédiaires, par rapport aux disponibles qui leur est proposé, non pas par rapport à leur connaissance végétale. Et justement, donc ma question, elle est très claire. Quelle solution vous pensez qu'on peut apporter pour répondre à cette problématique? Alors, j'en ai deux,
d'abord, effectivement, insister auprès des gens du ministère pour éviter que la reconnaissance des végétaux soit une matière qu'eux aujourd'hui appellent transversale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la matière reconnaissance des végétaux. On l'étudie dans les modules ou les UC capitalisables chaque fois qu'on peut aborder un sujet. Alors, on rappelle qu'il y a la plante, alors que c'est la matière première. Et deuxièmement, il y a un seul établissement en France, à Besançon, qui s'appelle Château Farine, qui délivre un diplôme d'État qui s'appelle jardinier botaniste. Moi, je prétends qu'aujourd'hui, il faudrait créer un diplôme de jardinier d'État. Ce jardinier d'État, c'est plus l'entrepreneur de paysage à venir, c'est plus ce jardinier paysagiste, parce que le terme est confus, le statut même de jardinier n'existe pas en France. Or, mettre le jardinier au centre des projets d'aménagement du territoire ou de ménagement du territoire, je trouvais ça délicieux, franchement. On parlait tout à l'heure de champ lexical. Là, on pourrait commencer le bouquin par ça, parce que franchement, c'est nickel. Un diplôme d'état de jardinier. Alors, je vous donne quelques éléments un petit peu en avant-première. Au jardin du Rayol, il y a un des 2 grands bâtiments qui se trouve à l'extrémité du jardin, qui s'appelle le Rayolet, qui n'avait pas jusqu'à aujourd'hui de véritable fonction. Le projet est à l'étude de créer une école de formation en lien avec l'École nationale supérieure du paysage et l'antenne de Marseille et développer ce statut de jardinier d'État qui serait effectivement porteur de toutes ces matières qui faisaient le métier il y a 100 ans et qui était pas que celui qui connaissait les plantes, qui connaissait effectivement les myriapodes, les arthropodes, les insectes de tout ordre et les oiseaux, parce que le jardin, c'est pas que des plantes, c'est un tout. C'est un écosystème avec son biome, pour reprendre le biome méditerranéen, et Dieu sait si la gamme végétale est large, c'est 120 000 espèces recensées sur le biome méditerranéen. Vous imaginez encore le potentiel exploitable qu'il peut y avoir pour aménager nos villes. Donc moi je prétends ça, insister auprès des instances du ministère à remettre la reconnaissance des végétaux en plus de tout ce qui se fait en matière de concours de reconnaissance déjà sous l'égide de l'UNEP et des centres de formation d'apprentis, mais en plus de ça, un véritable statut de jardinier qualifié, jardinier d'État. Et ça, pour le coup, peut-être que la société, elle est mûre pour ça, parce que quand on voit aujourd'hui des gens qui se redirigent vers le maraîchage, qui étaient des matières qui n'étaient plus enseignées, enfin, qui disparaissaient dans les lycées horticoles il y a 30 ans. Une dernière question, finalement ? Bien, donc, bonjour, Régis Triolet du ministère de l'Agriculture pour l'enseignement agricole. Donc, merci de me donner la parole. On m'a demandé de faire court, donc je vais faire très court. Les référentiels de formation ont tous été rénovés 2017, 2018, 2019. Au bilan, il y a eu donc 2 journées nationales d'accompagnement des enseignants formateurs pour une réappropriation de ce qu'est la notion de connaissance et reconnaissance des végétaux pour faire en sorte que ça soit démultiplié dans le cadre de leur formation, de leur intervention. Donc à ce jour, le bilan, c'est un doublement du volume dédié à la connaissance du végétal. Je dissocie connaissance du végétal et reconnaissance, puisque ce qui fait défaut actuellement, ce qui est remonté de la profession, c'est un problème de connaissance véritable de ce qu'est le végétal dans son système, pour le réintroduire dans les espaces à aménager, et que la reconnaissance des végétaux n'est qu'une connaissance d'un dictionnaire de plantes. Il y a quelque part, la volonté de l'inspection, c'est de se dire, on démultiplie le volume dédié de façon transversale à la connaissance du végétal. Maintenant, la chose est dans les mains des formateurs enseignants. Il y a un concours de reconnaissance des végétaux qui est appuyé par 13 régions, 17 représentants porteurs de concours, l'ensemble du territoire. Le ministère est présent puisque c'est l'inspectrice botanique, qui est Géraldine Bonnier, qui est présidente du concours de reconnaissance des végétaux, qui est une inspectrice. Croyez bien qu'elle est au premier rang, à savoir que cette connaissance du végétal, elle est nécessaire et indispensable. Je rajoute juste une petite chose. Ce qui fait principalement défaut, c'est la connaissance des métiers des productions horticoles. Je voulais simplement vous préciser qu'actuellement, on sait faire une démultiplication en région, le fait de rassembler la profession et le monde dans l'enseignement agricole pour qu'au niveau du lexique commun, on en parlait tout à l'heure, qu'on puisse avoir un vocabulaire validé collectivement sur ce que sont ces métiers des productions horticoles pour favoriser l'entrée des jeunes en formation. On a un déficit majeur des jeunes qui ne veulent plus embrasser ces métiers de l'horticulture. Donc moi, j'insiste sur le fait que, ensemble, la connaissance et la reconnaissance des végétaux réintroduite dans un plan qui s'appelle « Enseigner à produire autrement »,
qui a été diffusé, donc qui est signé par le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, donc lundi, et qui a été présenté à AgroParisTech mardi, donc hier. Donc ce document, c'est aujourd'hui, pardon, ouais, qui est diffusé aujourd'hui. Donc sachez que ce plan-là, il est accessible EPA2, transition, les transitions et agroécologie. Dedans, vous avez le végétal de façon transversale, horticulture et alimentaire aussi. D'accord ? Donc moi, j'invite aussi tous ceux qui sont intéressés par cet objet-là de venir vous rejoindre dans le temps des pauses, pour qu'on puisse en discuter. Merci. Juste pour tu sais avec qui déjeuner, Régis, c'est bon. Vous allez déjeuner ensemble. La botanique systématique, c'est qu'à un moment donné, au travers d'une famille botanique, on puisse aussi associer un paysage. Prenez les protéacées. Les protéacées ne sont pas présentes dans l'hémisphère nord. Et si elles sont présentes dans l'hémisphère sud, c'est parce qu'il y a aussi une relation de pédomorphisme, de base, hein, sur les socles cristallins. Et ça, c'est pas de la phytotechnie, c'est de la botanique systématique. Et ça, quand j'ai passé mon BTS en 89, on passait un BTS qui s'appelait Pépinière entreprise de jardin. Et on avait la connaissance du végétal pour l'aménager du jardin. Et effectivement, aujourd'hui, c'est ce qui fait défaut dans les jeunes qui sortent de formation et pour qui, finalement, il faut réapprendre la plupart des familles botaniques, parce que même si ça paraît un petit peu curieux, la famille botanique a un style, la plupart des genres et des espèces ensuite, sur la plupart des continents, et ça donne une orientation d'aménagement de jardin au regard des climats et des sols. Donc, effectivement, peut-être que le côté transversal va remettre un petit peu de force dans la botanique aujourd'hui moderne. J'insiste lourdement pour que ce soit une matière à part entière, parce que reconnaître et connaître, c'est pas pareil. Une dernière réaction, voilà, Vanessa. Oui, bonjour. Donc, je dois faire vite. Donc, Vanessa Soufflet-Frélon, je suis maître de conférence à AgroCampus Ouest sur le site d'Angers, donc école d'ingénieurs en horticulture au sens large et en paysage. Donc, je me permets d'intervenir parce que, en fait, nous, au sein de l'école, en effet, on développe l'aspect connaissance et reconnaissance des végétaux. Et ce qui fait cette spécificité de nos ingénieurs, notamment paysagistes, qui ont cette étiquette, on va dire, végétale, qui est vraiment reconnue par le monde professionnel. Et on est en discussion, en réflexion pour justement développer un niveau, vous savez certainement tous, en fait, il y a un niveau TOEIC, qui est un niveau nécessaire, en fait, pour tout ingénieur au niveau de l'anglais. Et on aimerait, nous, développer un équivalent, on va dire, pour la reconnaissance des végétaux. Donc c'est en cours de réflexion, mais on y réfléchit très activement. Merci Fabien. Bon, vous mangez tous ensemble, vous avez compris, là. Hop, hein. Enfin, on a une table réservée déjà, c'est bon. Bien, Pascal, je crois qu'il faut conclure. J'avais quelques mots de conclusion, mais on va peut-être faire très rapidement, remercier les intervenants, voilà. Et puis on continue la conversation à table, a dit le chef. Donc merci à tous et bonne journée.